La question des réformes constitutionnelles et institutionnelles reprend une place importante dans les débats politiques togolais. L'Alliance nationale pour le changement veut prendre le devant des choses. Le principal parti de l'opposition togolaise entend très prochainement retourner à la rue pour exiger la mise en œuvre des réformes. La stratégie de la rue peut-elle encore marcher? Quelles sont ses limites? Que faut-il concrètement pour que les réformes telles que voulues par l'ensemble de la classe politique togolaise soient une réalité? C'est autour de ces questions que nous retrouvons dans ce face-à-face avec Maître Isabelle Manavi Ameganvi, députée, présidente du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, très honoré de me retrouver sur votre somptueux plateau. Nous sommes flattés. Et André Kani Afanou, défenseur des droits de l'homme, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, en abrégé CACIT. Merci d'être là également. Non, merci aussi pour cette opportunité que vous me donnez de débattre avec Maître Ameganvi, mais surtout de parler avec nos compatriotes aussi. C'est un dialogue indirect que nous faisons avec nos compatriotes. Merci beaucoup et à tous nos téléspectateurs, nous souhaitons donc la bienvenue à cette émission. Alors, l'annonce a été faite lors d'un meeting de sensibilisation organisé la semaine dernière à Lomé par la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement. C'est le principal parti de l'opposition togolaise, il faut le rappeler. Dans les tout prochains jours, le parti de Jean-Pierre Fabre va reprendre les manifestations pour, dit-il, exiger la mise en œuvre des réformes et l'organisation des élections locales. D'abord, des précisions avec Etonam Kokoroko dans ce récit. Les rues de Lomé vont-elles renouer avec les marches hebdomadaires de l'opposition? Cela ne devrait pas tarder à arriver. À en croire le bureau de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement, dans un récent meeting de mobilisation, le principal parti de l'opposition togolaise va lancer dans les tout prochains jours des manifestations pour exiger la mise en œuvre des réformes politiques et la tenue immédiate des élections locales. Cette annonce fait suite au renouvellement dernièrement de 11 préfets. Un remaniement que le parti de Jean-Pierre Fabre considère comme le camouflage d'un projet de renouvellement des présidents de délégations spéciales en réalité. On a eu vent que le régime se prépare à nommer encore des délégations spéciales pour un an et dans cette démarche, il tente de vendre ce projet à l'ANC pour un partage des postes au sein de ces délégations spéciales. C'est de l'illégalité et on ne peut évoluer d'illégalité en illégalité. Les réformes politiques ont été recommandées depuis août 2006 par l'accord politique global signé par la classe politique togolaise. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, mise en place en 2009 par le président Faure Gnassingbé, a, dans ses recommandations finales, invité les acteurs politiques à travailler à la mise en œuvre de ces réformes. Malgré les nombreux dialogues politiques, les promesses faites et les insistances de l'opposition, mais aussi de la société civile, la matérialisation des réformes et l'organisation des élections locales ne semblent pas être les sujets prioritaires du moment. Où se trouve la pierre d'achoppement? Faure Gnassingbé va-t-il concrétiser la volonté affichée le 2 janvier? La reprise des manifestations de l'opposition va-t-elle cette fois faire bouger les lignes? Quelle est la formule idéale en faveur de la mise en œuvre de ces réformes? Bien malin qui pourra le prédire. Merci beaucoup à Etonam Kokoroko et à Willy Amouzou pour ce récit. Avant de revenir sur ce reportage, je voudrais que nous nous intéressions un peu à l'actualité politique de notre pays, marquée par ce bruit qui court dans la presse togolaise ces derniers temps et qui fait état d'une possible clôture du dossier des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Votre collègue député Alphonse Bogo a été convoqué jeudi par le doyen des juges d'instruction. Concrètement, qu'en est-il? Je crois que c'est d'abord, il faut le dire, c'est un dossier qui est au niveau de l'instruction. Il faut savoir que lorsque le dossier pénal est au niveau de l'instruction, il y a une confidentialité qui entoure le fait. Mais je peux quand même dire, ayant été informé par le député en ma qualité de président du groupe parlementaire de la convocation, mais d'une convocation assez spéciale. Assez spéciale parce que M. Alphonse Bogo est député, mais membre de l'ITIE. Parce que vous savez que dans la composition de l'ITIE, l'Assemblée nationale nomme 2 députés. Un député de la majorité, un député de l'opposition, à l'effet de représenter l'Assemblée nationale donc, au sein de l'ITIE Togo. Et donc, à ce titre, il devait se rendre au Pérou pour la première réunion mondiale de l'ITIE. Et il a eu son ordre de mission au niveau de l'Assemblée nationale, son billet d'avion et tout le reste.
et étant sous inculpation et sous conditions judiciaires, devait également obtenir une autorisation de sortie du territoire du juge d'instruction. Et donc, il s'est présenté au juge muni des documents délivrés par l'Assemblée nationale qui attestent de la réalité de la mission et du but donc, de son voyage. Et c'est là que le juge d'instruction lui dit « Ah, je vous cherchais déjà depuis et que je suis en train de faire le récapitulatif du dossier et que si je ne vous interroge pas, je ne vous délivrerai pas l'autorisation. » Et au final Alors, au final, il s'est présenté puisque bon, son intention n'a jamais été... Il n'avait pas reçu de convocation en fait, en bonne et due forme. Et donc, il s'est présenté avec son avocat le lendemain. Et donc, bon, le juge a fait le récapitulatif. C'est une question de procédure. Et a fini par délivrer l'autorisation, la fameuse autorisation en question. André Afanou, vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, une histoire qui commence d'une manière un peu bizarre, mais qui quand même, sur le cas Alphonse Bogo, qui quand même finit très bien. Il a fini par avoir son autorisation. Oui, il faut s'en réjouir, mais vous savez, cette fameuse question des incendies soulève beaucoup d'interrogations quant à la possibilité pour les magistrats togolais, en toute indépendance, de dire le droit. Vous savez, lorsque cette affaire-là a commencé, beaucoup se sont interrogés sur les bases sur lesquelles, effectivement, le magistrat qui est en train d'instruire l'affaire a pu identifier les personnalités. C'est quand même des personnalités importantes. Donc, comment on a pu les identifier? Quels sont les éléments de preuve, directs ou indirects, qu'on a contre ces personnalités-là? Et pourquoi est-ce que, si ces éléments de preuve existent, pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ces éléments de preuve ne sont pas brandis pour confondre justement ces personnalités-là? À titre personnel, je pense que notre État a intérêt le plus tôt possible à situer l'opinion sur qui est coupable, qui ne l'est pas dans l'affaire des incendies. Et ce d'autant plus que c'est nos sœurs, c'est nos mamans qui ont perdu beaucoup d'argent dans le cadre de leurs activités au marché. Mais surtout, c'est des personnalités qui, depuis un certain nombre d'années, n'ont plus la marge de manœuvre qu'ils doivent avoir en tant que citoyens pour se déplacer justement pour aller hors du pays ou même faire des activités à différents niveaux. Donc moi, je pense que cette affaire-là, comme bien d'autres, révèle un peu le caractère non indépendant en réalité de nos magistrats. Et ça, si je le dis, je ne suis pas le seul à le dire. Au plus haut niveau, moi, j'ai participé à des activités où le Premier ministre lui-même, où le garde des Sceaux lui-même a reconnu que nos magistrats ont des soucis pour être véritablement indépendants. Moi, j'espère qu'on ne va pas nous distraire encore et que pour une fois, l'instruction va être rapidement clôturée, que ce fameux procès va avoir lieu pour que les personnes qui n'ont rien à faire en prison actuellement, que ces personnes-là soient enfin libérées. Voilà, comme Maître Isabelle Améganville l'a dit tout à l'heure, il y a une certaine confidentialité qui entoure l'instruction, donc pour le moment, on ne peut pas aller plus loin que ça. Oui, mais ceci dit, on ne peut pas aller sur la procédure au fond du dossier, c'est tout. Mais cela n'empêche d'avoir son opinion politique. Nous sommes des Togolais et lorsque une affaire remue tous les Togolais, bon, on a le droit d'en parler, bon, toute proportion gardée. Tout à fait. Mais je voudrais juste dire que vous avez dit, bon, finalement, une affaire qui commence mal, mais qui finit bien. Mais non, c'est pas juste sur le cas Alphonse Bogo. Oui, non, je sais. Mais ce n'est pas, ça ne s'est pas bien terminé comme cela, parce que finalement, il y a les militants de l'ANC, puisque vous savez que le député Alphonse Bogo a été élu sur la liste de l'ANC du Grand Lomé. Et donc, bon, ces électeurs, les militants de l'ANC, ont fait nombreux les déplacements du tribunal, parce que il m'a informé de ce que le juge avait voulu le renvoyer à l'après-midi pour qu'il revienne chercher cette fameuse autorisation-là. Mais bon, les militants, ces électeurs ne l'entendaient pas de cette oreille-là, et c'est ça peut-être qui a donné le règlement rapide. Donc c'est une précision que vous teniez à faire. Tout à fait. Alors, on va maintenant revenir sur le sujet qui nous réunit sur ce plateau. Le reportage que vous avez suivi, dans lequel on dit que la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement, du moins son bureau, a laissé entendre lors d'un dernier meeting de sensibilisation que très prochainement, les manifestations de l'Alliance nationale pour le changement vont reprendre. Est-ce que c'est exact, cette information? Oui, mais je crois que le président de la jeunesse a usé d'un jeu de mots parce que l'ANC est depuis toujours dans la rue. Nous n'avons jamais arrêté.
en réalité. Parce que le meeting au cours duquel cette déclaration a été faite, c'est dans la rue. Ce n'est pas dans les domiciles ni dans une salle de conférence, ça se passe. Également, l'ANC est partout au Togo. En dehors des manifestations, notamment les meetings de la jeunesse qui ont commencé depuis quelques 2 mois de cela, il y a également les procédures diplomatiques, si je peux les appeler ainsi, la lettre que le président de l'ANC a écrite au chef de l'État pour lui rappeler la nécessité de faire les réformes. Il y a les tournées diplomatiques aussi qui ont été faites par le président, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Toutes choses qui concourent, qui constituent les activités idoines d'un parti politique. Donc, en réalité, dire que l'ANC va être bientôt dans la rue, moi, je crois que c'est un euphémisme. L'ANC y est déjà, et depuis toujours. C'est peut-être renforcé parlant des manifestations, des marches. S'il faut être précis, c'est peut-être cela qui va reprendre nécessairement. Ça fait partie de la panoplie de manifestations mises à la disposition des partis politiques pour travailler. D'accord. André Afano, est-ce que vous avez également l'impression que l'Alliance nationale pour le changement est vraiment dans la rue? Parce qu'il faut peut-être rapidement rappeler qu'après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2010 qui avait vu la victoire de Faure Gnassingbé, l'ANC de Jean-Pierre Fabre a contesté cette élection, en tout cas la régularité de l'élection. L'ANC a marché, si je n'abuse, pendant au moins 3 ans et demi. Avant d'arrêter, en 2015, il y a eu la réélection de Faure Gnassingbé. Mais est-ce que vraiment l'ANC est dans la rue, ainsi que vient de le dire Maître Ameganvi? Non, moi je n'ai pas... Oui, je pense que l'ANC est dans la rue. Est-ce que vous l'avez constaté? Mais non, comme Mme Ameganvi l'a dit, je crois que l'ANC est en permanence dans la rue. Maintenant, la question qui se pose, c'est peut-être de ça qu'on va débattre, c'est la question de l'efficience. Quel est le résultat que la présence de l'ANC dans la rue, à quel résultat ça aboutit? Moi, je ne suis pas dans, dans le secret des dieux. Je ne sais pas là où les décisions sont prises. Quels sont les objectifs que les cadres de l'ANC assignent à leur marche? Mais je pense que si la marche annoncée, en tout cas les marches annoncées à venir, ont pour objectif effectivement de se battre pour les réformes, ont pour objectif de se battre pour que les élections locales aient lieu, la cause, elle me paraît très noble. Maintenant, il faut questionner la méthode. Vous l'avez si bien rappelé, vous savez, depuis 2005, je dirais, l'UFC d'abord, l'ANC ensuite, essentiellement à partir de 2010, a beaucoup marché. Et donc, quand vous posez un acte, je suppose que c'est pour avoir un résultat précis. Je constate simplement que la plupart des marches qui ont été faites de 2010 à 2015 n'ont pas permis, dans l'absolu, d'obtenir les résultats qui étaient annoncés. Et on peut reprendre ces marches-là et les mots d'ordre qui ont été donnés à chaque fois. Du coup, que sur la question des réformes, la stratégie soit encore de marcher, moi, ça me laisse un peu perplexe. Je suggérerais, si je pouvais me permettre, que l'ANC, en dehors des marches, voie dans quelle mesure, et heureusement d'ailleurs que M. Jean-Pierre Fabre est aujourd'hui le chef de file de l'opposition. Quand vous êtes le chef d'un groupe, ça veut dire que le minimum que vous avez à faire, c'est de consolider votre groupe. C'est de rassembler les vôtres pour que la bataille soit menée. Et donc moi, je pense que si je pouvais me permettre, s'il y avait quelque chose que j'aurais fait, si j'avais cette chance-là de travailler avec les collègues de l'ANC, je veux dire les compatriotes de l'ANC, c'est d'abord au préalable de voir dans quelle mesure organiser, ça dépend des noms qu'on leur donnait, mais organiser des rencontres avec les autres collègues de l'opposition pour réfléchir ensemble à la stratégie. Et que si au final, la stratégie est pensée ensemble, qu'elle soit d'ailleurs, souvenez-vous quand le collectif Sauvons le Togo était créé, les leaders nous avaient dit effectivement qu'ils ont fait le point par le passé et ils ont vu que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent obtenir des résultats. Donc il me semble en définitive on verra ce que les marches annoncées vont permettre d'obtenir, mais il y a des préalables pour que les marches puissent efficacement produire les résultats escomptés. Donc il y a une question d'efficacité de ces marches-là, Maître Ameganvi. C'est vrai, vous avez dit que l'ANC est en permanence dans les rues, mais
est-ce qu'en prenant, on va dire, en se mettant en pôle position dans la réclamation, dans l'exigence des réformes, comme vous le faites, parce que vous avez écrit une lettre au chef de l'État, vous annoncez donc des marches qui vont reprendre de plus belle, est-ce que ce n'est pas, je veux dire, que Jean-Pierre Fabre est en train de revêtir ainsi ces nouveaux habits du chef de file de l'opposition? Est-ce que c'est ça l'idée? Oh, vous savez, monsieur Jean-Pierre Fabre, en réalité, et je crois que lorsque j'étais venu à une émission sur ce même plateau, je l'avais expliqué, n'a pas attendu en fait la prise de ce décret qui est intervenu, je le rappelle, 3 années après le vote du statut même de la loi dont il est intervenu pour l'application en fait de la loi qu'il devait rendre applicable. Et donc, il a eu à poser des actes concernant les réformes depuis. Je rappelle que avant que le problème des réformes ne vienne et que le projet qui a été rejeté par la majorité à l'Assemblée nationale, notamment le groupe UNIR, ne vienne, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui avait écrit à ce moment-là au chef de l'État pour lui dire il y avait eu le dialogue Togo Télécom 2 et autres et tout ça qui a donné lieu à des discussions jusqu'à ce que le gouvernement n'envoie ce premier projet-là qui a été rejeté malheureusement et contre toute attente par le groupe. Ensuite, il y a eu la proposition de loi de révision constitutionnelle de l'opposition, notamment toute l'opposition ANC, ADI, Arc-en-Ciel à l'époque. Et M. Jean-Pierre Fabre était également à la pointe de ce combat-là. Le sort qui a été réservé également à cette proposition-là, tout le monde le connaît. Et donc, ça n'est pas le décret, ce n'est pas le décret qui lui donne la faculté de mettre un nouvel habit. Bon, encore que moi, je ne parlerai pas de nouvel habit si la personne joue le rôle même bien avant que ce décret-là ne soit pris. Mais la personne joue le rôle, mais vos acteurs égaux de l'opposition, certains, vous le contestent. Oui, mais vous savez, moi, je n'ai pas pour habitude, je vous l'ai dit ici, de polémiquer sur des inutilités. Vous savez, le problème des réformes au Togo est un problème très important. Le problème des locales, je l'ai dit ici, j'ai décliné ici notre programme pour cette année 2016, c'est les réformes, parce que le problème reste entier, il faut le régler, c'est les locales. À cela s'ajoute aujourd'hui beaucoup d'autres choses. Le renouvellement, on en a parlé dans l'élément qui est passé tout à l'heure, le renouvellement des délégations spéciales, le renouvellement, pour ne pas dire la militarisation des non-préfectures par la nomination des préfets militaires et autres. Donc c'est beaucoup de choses qui sont dans le starting block pour que nous, on perde notre temps à parler de choses inutiles. Moi, André Kagné-Afano a également parlé de l'inefficacité, enfin pas de l'inefficacité, mais de l'efficacité de vos marches. Est-ce qu'elles sont oui, non, mais de l'efficacité des marches, mais vous savez, M. Afano est de la société civile. Et moi, je crois que le problème des réformes, le problème des locales ne regarde pas que les partis politiques. Ça nous concerne tous, Togolais. Qu'on soit militant ou responsable de partis politiques ou qu'on soit de la société civile. Mais sur ce problème-là, je n'entends pas beaucoup la société civile se battre sur ce terrain. C'est vrai que la conquête du pouvoir appartient premier chef au parti politique et nous prenons notre responsabilité par rapport à cela. Je vous l'ai dit, tous les Togolais ont observé comment nous nous battons pour que ces réformes-là se fassent. Mais ce qui me paraît quand même bizarre et contradictoire, c'est que personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle, fondamentalement, ces réformes-là ne se font pas. Et ça n'est pas l'ANC qui refuse de faire les réformes, mais bel et bien le parti au pouvoir qui ne veut pas faire les réformes. Bon, André Afanou, les partis politiques luttent pour que les réformes se fassent, mais la société civile, elle est inerte. C'est une accusation de Mme Ameganvi. Non, c'est un constat. Je ne le considère pas comme une accusation. Je ne pense même pas, si c'était un constat, que ce soit un constat justifié. Vous savez, les partis politiques, effectivement, ils parlent beaucoup de leurs activités. La société civile, pas forcément. Moi, je voudrais rappeler simplement qu'à la veille, par exemple, des élections,
nous étions, nous, au niveau du CACID, dans le cadre d'une plateforme citoyenne justice et vérité. Et nous avons sorti 2 mémorandums et nous avons sorti le dernier qui plaidait justement en faveur des réformes et nous disions 12 raisons pour faire les réformes. Et après, nous sommes revenus à travers 7 raisons pour lesquelles, effectivement, les réformes devaient être faites avant les élections. Mais parlant de la question de l'efficience, moi je voudrais saluer déjà l'action que l'ANC mène. Moi je pense qu'ils sont assez courageux par rapport à tout ce qui a été fait au temps de l'UFC. Moi j'étais sur une radio la dernière fois, je disais que quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, il est au devant de la lutte. Sur le terrain, on le voit. Ce que ne faisait pas forcément M. Gilchrist Olympio pour des raisons qui peuvent lui être propres. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut s'interroger sur les positionnements de l'ANC par rapport à un certain nombre de questions. Avant les élections, la question c'est de savoir est-ce que les positionnements, les opinions que les cadres de l'ANC et le parti même ont défendues sont les meilleurs qui auraient pu permettre d'avoir des réformes. Nous avons pensé, par exemple, un certain nombre d'entre nous, qui avaient, à tort ou à raison, une alliance objective entre l'ANC et UNI. Parce que souvenez-vous, vous savez, en politique, je ne suis pas un donneur de leçons parce qu'eux, ils sont dans l'arène. Ils savent mieux que moi comment ça se passe. Mais moi, j'aime bien, pour avoir visité l'histoire de l'Afrique du Sud, j'aime bien rappeler que lorsque le président Mandela était en prison, souvenez-vous, le chef des services secrets en Afrique du Sud était en contact pour le compte du gouvernement avec Nelson Mandela. La plupart des négociations avaient été faites avec cette personne-là. Et donc, ça veut dire que sur le principe, pour qu'on puisse aboutir au résultat qu'on veut un jour, il faut que l'ANC, au-delà de la stratégie de la rue, ait des mécanismes qui lui permettent justement de rassurer ceux qui sont en face. Parce que ceux qui sont en face, si je peux caricaturer, c'est peut-être qu'ils ont les armes en main. S'ils ont les armes à la main comme une prise d'otage, ce n'est que de la caricature, hein, comme une prise d'otage, vous ne venez pas vous muscler entre guillemets pour parler comme les Ivoiriens et vous montrer vos muscles et les gens vont laisser les armes. Non, il y a beaucoup de mécanismes qui doivent être déployés. Il me semble qu'à la veille, par exemple, de la présidentielle, lorsque l'ANC avait un discours qui consistait à dire lorsque Faure Gnassingbé va vouloir se présenter, c'est à la Cour constitutionnelle de trancher. Sur la forme, c'est un discours qui est bon. Mais dans le fond, tout le monde savait que tout ce qu'on attendait de l'ANC, c'est de dire que Faure Gnassingbé se présente ou pas. Ce n'est pas un problème pour nous. Cela aurait eu le mérite de mettre l'UNIR devant ses responsabilités. Parce que nous, au niveau de la société civile, on a discuté par exemple avec des cadres de l'UNIR. Ils disent non, si nous modifions la Constitution actuellement, ce n'est pas certain que cela ne soit pas utilisé par l'ANC pour effectivement empêcher Faure Gnassingbé de se présenter. Donc au final, je pense que on aurait pu obtenir ces réformes-là avant les élections. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, les marches qui sont annoncées, au-delà des marches dans la rue, quelle est la stratégie qu'il y a derrière? C'est la question que je pose. Maître Amégavi, vous savez, parce que là, c'est quelque chose... On a l'impression que... C'est quelque chose d'extraordinaire. À la lumière de ce qu'il dit, on a l'impression, à la lumière de ce qu'il dit, que vous n'avez pas forcément les meilleures méthodes de lutte. Oui, mais quand nous... C'est ce qu'il semble dire. Vous savez, j'ai posé le problème, le principe sur les réformes et les locales aujourd'hui en disant que ce n'est pas la chasse gardée des partis politiques. Si les partis politiques, nous, ANC, CAP 2015, n'avons pas la bonne méthode, ben je suppose que la société civile, elle doit l'avoir. Elle doit avoir la bonne méthode. L'essentiel étant que si les réformes sont notre problème à nous tous, eh bien, si les partis politiques n'ont pas la bonne méthode, je crois que la société civile, elle doit... On a vu ça au Burkina. Au Burkina, ce qui s'est passé au Burkina, ce n'est pas tant les partis politiques, hein, c'est plutôt beaucoup plus. La société civile. Mais ceci dit, oui. Je dis, nous, en tant que parti politique, nous prenons sur nous de prendre la méthode après discussion, en notre sein, avec nos partenaires de l'opposition, qui ont les mêmes objectifs, parce que tout à l'heure, il a parlé de rassembleurs, etc. et tout ça. Moi, je veux dire à M. Abfanou que nous, au niveau de l'AIC de CAP 2015, nous avons dépassé ce problème de union de l'opposition à tous les coups et tout ça. Nous avons dépassé ce langage-là parce que nous l'avons pratiqué à plusieurs reprises. Ça, il devait faire le constat également que ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas. Et donc, nous avons dépassé ce problème
de l'union de l'opposition, encore que moi personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec ça parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire, on ne peut pas vouloir la démocratie, on ne peut pas vouloir chasser le monopartisme et le remplacer au sein de l'opposition par le monopartisme de l'opposition. C'est pour cela qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas qu'un seul parti politique de l'opposition, il y en a plusieurs. Ça prouve à tout le monde que nous n'avons pas les mêmes méthodes. Sur les réformes, même, nous ne sommes pas sûrs que tout le monde veut les réformes. On accuse l'ANC, on a bon dos. Tout à l'heure, il a dit de dire que l'ANC aurait dû, etc. Nous avons dit que c'est la Cour constitutionnelle. C'est comme cela que nous nous partageons. C'est comme cela que nous voyons. Parce que nous estimons qu'il ne nous revient pas, nous, à l'ANC, d'offrir dans une constitution un troisième mandat à M. Faure Gnassingbé. Et que dans une constitution qui est valable pour 6 millions de Togolais, nous n'allons pas régler le problème de ce homme, fut-il chef de l'État, dans la Constitution qui doit rassembler 6 millions de Togolais. Bon, si c'est ça notre tort, mais nous l'assumons et c'est notre point de vue. C'est comme cela que notre parti a vu les choses. Mais ceci dit, notre parti peut se tromper. Mais ce que je dis, c'est que l'essentiel, les réformes et autres, c'est notre problème à nous tous. Et si nous, au niveau de l'ANC, de CAP 2015, nous avons la mauvaise méthode, nous utilisons la mauvaise méthode, que d'autres nous apprennent la bonne méthode qui permettra à obliger unir. Parce qu'il faut rappeler que, et ça, les gens ne le disent pas, il faut rappeler qu'au moment où nous nous bataillons pour les réformes, M. Faure Gnassingbé ne se cachait pas. Il déclarait Urbi Orba qui ne fera pas les réformes. Il a déclaré qu'il n'est pas pour la limitation. Mais le 2 janvier... La limitation de mandat... Le 2 janvier, Maître Améganville, le 2 janvier, dans son discours à la nation, Faure Gnassingbé a clairement indiqué, laissé entendre que, voilà, il va ouvrir le chantier des réformes. Mais à la réunion de la CEDEAO, c'est lui et le président de la Gambie qui ont dit que... Vous parlez de 2015. Oui, mais qu'eux, ils ne sont pas pour les réformes. Même avant, cela, il avait dit avant l'élection présidentielle de 2015, il avait déclaré que lui, il va appliquer la Constitution en cours. Or, c'est la Constitution en cours qui pose problème, qui devait être réformée. Alors, quelqu'un qui fait une déclaration comme ça, vous devez comprendre, son objectif, c'est que, et la preuve, c'est qu'il n'a pas fait les réformes. Mais cela n'empêche pas les gens d'affirmer que c'est l'ANC qui ne veut pas les réformes, quand bien même, il avait dit tout à l'heure, quand bien même le CAE a dit qui était dépositaire de la proposition de loi ont quand même proposé à l'Assemblée. J'y étais à la commission. Lorsque ce truc a été proposé à UNI et que l'UNI a rejeté. Oui, en 2012, on a assisté à ce qu'on a appelé le CST, le collectif Sauvons le Togo, que beaucoup avaient qualifié d'un mélange de genres où il y avait les associations, les partis politiques, certains ont parlé d'une alliance contre nature. Oh là là. Oui, je reprends exactement ce qui avait été dit. Alors aujourd'hui, voilà, Maître Isabelle Améganville, femme politique, qui dit, si vous avez la science infuse, proposez la leur. Non, deux observations. D'abord, je suis parfaitement d'accord avec Mme Améganville, l'honorable, pour dire qu'il y a beaucoup de raisons de penser que le pouvoir en place ne veut pas faire les réformes. Je rappelle qu'en 2009, par exemple, le chef de l'État déclarait sur une radio qu'il ferait les réformes avant les présidentielles de 2010. Il ne l'a pas fait. Il y a eu beaucoup d'autres occasions. Prenez l'accord RPT-UFC. Moi, j'estime que cet accord, c'était un accord qui annonçait clairement une feuille de route où après 6 mois, les réformes devraient être faites. Ça n'a pas été fait. Je pense vraiment que la volonté de faire les réformes n'est pas affirmée du côté du pouvoir. Les propres déclarations du chef de l'État, il faut en parler. Je suis d'accord avec vous, madame. Et moi, je suis de ceux qui doutent d'ailleurs des déclarations que le chef de l'État a faites en début d'année, dans la mesure où il aurait pu être un peu plus clair. Vous savez, il a noyé la question importante des réformes dans un débat plus général, à savoir on créerait une commission pour réfléchir sur la situation de la vie politique et tout. Deuxième chose, je pense que lorsque le chef de l'État a dit que son mandat actuel serait un mandat social, moi, chaque fois que j'ai l'occasion, je dis à mes compatriotes, c'est de la distraction. Parce que lorsque nous avons des problèmes de fond dans une maison, et j'utilise l'analogie d'une maison qui est inondée par de l'eau. Lorsque une maison est inondée par de l'eau, vous ne venez pas dire aux gens, je vais vous acheter une télévision écran plasma. Vous leur dites, je vais trouver les moyens pour que l'eau puisse disparaître. Donc aujourd'hui, si en matière de gouvernance, les institutions fonctionnent vraiment et que le chef de l'État s'assure que nous rentrons véritablement dans la démocratie, les investisseurs naturellement vont arriver. Ça, c'est ce que je pense. Mais une fois qu'on a dit ça, je re-questionne la méthode. Mais j'observe au passage, moi je ne suis pas un parti politique. La vocation des partis politiques
je n'apprends rien à madame, c'est de conquérir le pouvoir politique. Ça veut dire qu'au final, quand vous prenez le Burkina Faso, quand vous prenez le Sénégal, la société civile, dans des contextes différents, a pu mener un certain nombre de batailles, mais c'est les partis politiques qui, au final, ont pu justement mener à terme la bataille. Je fais l'analogie encore du football. Lorsque vous jouez et qu'il y a un pénalty qui est offert à l'ensemble de l'équipe, et qu'Adebayor veut jouer ce pénalty parce que justement il a l'aura qu'on lui connaît, aura tout à fait légitime. Il faut qu'Adebayor marque. La première fois s'il ne marque pas, la deuxième fois s'il ne marque pas, mais dans les vestiaires, il faut que nous puissions dire à Adebayor, mais permettez-nous de faire un débat sur la façon dont... Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous insinuez par l'analogie avec Adebayor? Je n'insinue rien. J'affirme que jusqu'à aujourd'hui, la méthode utilisée par le parti principal de l'opposition ne produit pas les résultats annoncés. Je donne un autre exemple. Moi, j'ai suivi Mme Amegambi justement sur Radio Victoire. Déclarer que désormais, elle mènerait bataille contre le cas comme elle mène la bataille contre Je persiste et je signe. Je vais terminer si vous permettez, madame. Je rappelle qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sait que Hitler a eu une ascension terrible. Et si vous visitez l'histoire de l'Allemagne, vous allez voir que les partis traditionnels à l'époque, ils passaient tout le temps à se battre entre eux. Et ils n'ont pas vu Hitler monter. Un autre exemple, je suivais un reportage sur Canal+, sur une des chaînes donc, françaises, la semaine passée, le week-end dernier. Le président Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, et Jacques Chirac devaient ensemble faire gagner un contrat de près de 7 milliards d'euros à la France. Parce qu'ils se battaient entre les uns contre les autres, ils n'ont pas pu gagner cette bataille. Je peux multiplier les exemples. C'est pour dire au final que moi, on ne me convaincra pas que le quart actuel joue du côté du pouvoir en place. Donc j'exhorte simplement, si je pouvais me permettre, les leaders de l'opposition, non pas à créer un parti unique de l'opposition, ce n'est pas possible, mais sur des objectifs essentiels, on peut justement se mettre ensemble. Pourquoi est-ce que dans un pays comme la France, tout le monde se dit, si le Front National va au premier tour, donc la gauche et la droite, ils vont se mettre ensemble. L'analogie avec du football, hein, où on dit, si Adebayor joue avec les éperviers et qu'il y a un penalty, Adebayor prend la responsabilité en tant que capitaine d'abord, ensuite pour l'aura qu'on lui connaît légitimement. Lorsqu'il ne marque pas le premier penalty, un deuxième penalty, une troisième fois, il faut changer, n'est-ce pas? Vous savez, je ne suis pas très fan du football, mais je connais un peu, hein, à peu près un peu les règles du football. Mais lorsque l'équipe adverse commet des fautes et que l'arbitre, sur ce coup-ci, la société civile ne dit rien. L'arbitre qui doit sanctionner, réglementer, etc., ne dit rien. Et que l'équipe, comment voulez-vous que Adebayor puisse marquer lorsque l'équipe adverse ne respecte pas les règles du jeu? C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire à Adebayor, oui, mais on a tout fait, mais tu as essayé, tu as couru, tu as fait ceci, tu n'as pas marqué, etc. Non, il s'agit de voir tout le jeu. Qu'est-ce que l'arbitre fait? L'arbitre remarque que des deux équipes, il y en a une qui ne respecte rien, qui ne respecte pas l'engagement pris, etc. La PG, qui ne respecte rien du tout, qui fait des déclarations qui sont contraires aux règles du football. Mais tout le monde dit il faut que Adebayor marque malgré ce comportement de l'autre équipe, pendant que l'arbitre reste là, ne siffle pas de pénalty, ne siffle pas de faute, ne siffle rien du tout et fait le reproche à l'autre équipe de marquer. Je dis que c'est quelque chose. Non. Très bien. C'est clair que ça ne marchera pas. Oui, Maître Amegambi, vous gardez la parole. André Fanon, on va venir vers vous tout à l'heure, mais vous gardez la parole. Hein. Vous êtes député, pas vous en tant que Maître Amegambi, mais l'ANC a des députés au Parlement. L'ANC, je rappelle qu'il a le plus grand nombre de députés pour l'opposition. Oui, donc c'est l'opposition parlementaire majoritaire. Au-delà de la méthode de la rue, vous qui êtes au Parlement, qu'est-ce que vous avez fait en termes de proposition de loi, par exemple, en matière de réforme, et qui n'aurait pas marché avant que vous recouriez, par exemple, à la rue? C'est une question que je pose un peu. Oui, mais monsieur Dagnon, je me rends compte que peut-être qu'on n'est pas dans le même Togo, hein, finalement. Parce que je vous ai rappelé tout à l'heure, hein, le circuit que nous avons suivi. Il y a eu après les accords, le dialogue Togo Télécom 2,
il y a eu le projet que le gouvernement a envoyé. Lequel projet prenait en compte... Oui, ça je le sais. Voilà. Mais est-ce que ça suffit? Pardon, que contre toute attente, les députés de la majorité qui supportent le gouvernement ont rejeté et que l'opposition qui s'oppose au gouvernement a voté. Et après ça, vous n'avez plus rien fait? Après ça, mais il y a eu la proposition de loi déposée par les partis de l'opposition. Avec le cas également, parce que pour nous, les réformes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire, un problème qui concerne tous les Togolais. Quand bien même nous avons des problèmes avec le cas aujourd'hui, nous estimons que pour les réformes, et nous l'avons fait. Vous avez vu, je ne veux pas rappeler les conditions dans lesquelles cette proposition a été faite avec le cas et Adi, qui sont allés sur les zones en criant que nous ne voulons pas les réformes, ce qui nous intéresse c'est ceci et cela et tout ça. Nous avons dit non. Nous les réformes, mais nous voulons les réformes par tous les moyens. Nous les voulons. Nous sommes associés. Vous savez, à l'Assemblée nationale, ils étaient 6 à Arc-en-Ciel, 2 à Adi. Nous étions 16 à l'ANC. Nous sommes signataires parce que à 6 plus 2, 8, ils n'avaient pas le quota pour déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Maître Amadou. Nous avons déposé une proposition de loi. Cette proposition de loi, M. Dagnon, je vous informe, elle est toujours pendante à l'Assemblée nationale puisque UNI a pris la liberté, les députés de UNI ont pris la liberté d'arrêter la discussion à la commission. Cette proposition de loi n'a même pas franchi le cap de la commission pour aller en plénière. Très bien. Voilà ce que nous avons fait. Et donc cette proposition-là est toujours dans le starting block de l'Assemblée nationale. Donc vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce que vous avez fait à l'Assemblée nationale. Je n'affirme pas, je pose une question. Voilà. Je n'affirme pas. Les députés de l'opposition, ANC, CAR et ADI, ont déposé une proposition portant sur les réformes constitutionnelles qui est toujours, nous estimons, parce que le travail de l'Assemblée, le règlement intérieur de l'Assemblée définit la procédure dans laquelle les propositions de loi sont déposées. Oui, c'est vrai. Pour nous, cette proposition de loi est toujours d'actualité parce que nous n'avons pas débattu. Le texte n'est pas venu à la plénière pour être voté. Les députés de l'UNI ont juste décidé d'arrêter les discussions au niveau de la plénière. L'opposition accuse le pouvoir accuse l'opposition, les politiques accusent la société civile qui renvoie la balle aux partis politiques. La société civile togolaise, qu'on accuse aussi d'être étiquetée, une société civile qui serait politisée. André Fanou, est-ce que ce n'est pas vrai cela? Oui, je suis d'accord. Vous savez, quand on voit l'histoire... Si c'est vrai, comment corriger ça pour que finalement on ait une société civile forte, à l'instar de celle du Sénégal, de celle du Burkina Faso? Non, je pense que les choses vont se faire naturellement au bon moment. On ne peut pas, la société civile, par définition, elle est plurielle. Donc on ne peut pas aller, par exemple, obliger des partis politiques à se mettre ensemble avec la société civile ou inversement. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que nous avons en face, effectivement, je crois que vous avez raison, madame, un pouvoir dont la volonté n'est pas évidente. Ça, on n'a plus besoin de le démontrer. De 1990 jusqu'à aujourd'hui, rares ont été les élections que le RPT d'abord et moi, je me pose une question sur la société civile elle-même. Je suis d'accord, je vais en arriver. Oui. De 90 à aujourd'hui, rares ont été les élections que le RPT d'abord unir ensuite ont gagné. Il y a eu toujours des contestations de ces résultats-là. Maintenant, au niveau des forces qui doivent se battre, pour qu'on arrive enfin à une situation démocratique comme les Burkinabés sont maintenant, comme les Béninois le sont et comme les Ghanéens le sont, il faut que les partis politiques qui sont devant, parce que la sociologie de notre pays n'a pas permis aux organisations de société civile d'avoir l'aura que les gens, par exemple, ont eu au Sénégal avec Y'en a marre ou au Burkina. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est aux partis politiques de se mettre, encore une fois, sur les causes, pas au niveau de leur structuration, sur les causes qu'ils veulent défendre pour des périodes précises, ensemble, pour que la stratégie puisse C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Maître Mengavi, une dernière question. En 2015, il n'y a que 4 partis politiques. Mais 4 partis politiques, voilà encore. Qui s'entendent sur les objectifs poursuivis et autres. Ça aussi, il faut le reconnaître, c'est le problème. C'est déjà bon. Vous parlez de CAP 2015 alors qu'on est en 2016. Bon, ça, on ne va pas y revenir. Nous avons décidé de l'appeler CAP 2015 parce que pour nous avons dit alternance. En 2015, un an déjà après l'élection présidentielle. Déjà, l'objectif n'est pas atteint. Ça ne veut pas dire que le but poursuivi est atteint et qu'il faut laisser tomber. Est-ce que la rue croit toujours en vous? Vous verrez. Je ne demande pas si vous croyez en la rue. Est-ce que la rue croit en vous? Vous verrez et vous verrez. Bon, je crois que vous avez fait le reportage sur le meeting de la jeunesse tout à l'heure. Nous sommes en train de remobiliser. C'est vrai que
j'ai l'habitude de le dire. Ça va être difficile. Hein. L'année 2015 vous a disiez, été... vous disiez Non, je pense que ça va être difficile par L'année rapport 2015, à tout ce qui est comme occasion l'année ratée. 2015 a été une année d'espoir. Déçu pour les Togolais, il faut le reconnaître. Vous savez, même moi qui suis ici, responsable de parti politique, j'ai reçu un sacré coup. Alors qu'il m'arrive rarement de recevoir les coups. Les coups, je les reçois, mais de plier sous les coups, ça m'arrive rarement. Très bien. Mais je reconnais que moi-même, j'ai reçu des coups et il m'a fallu du temps pour rebondir et j'ai rebondi. Et c'est cela que nous remarquons aussi au niveau du peuple togolais aujourd'hui qui est en train de se... Ayant compris d'où se situe son problème. Ce n'est pas sûr que tous les Togolais aient compris où se situent les problèmes, puisque nous-mêmes de l'opposition, nous avons fait en sorte que le peuple togolais ne comprend pas véritablement où se situe son problème. Maître, sur les réformes, vous savez on quoi? avait fait croire au peuple togolais que c'est l'ANC qui pourrait ne pas avoir. Aujourd'hui, les gens comprennent que l'ANC, pour la non-réalisation des réformes, l'ANC n'y est pour rien. CAP 2015 n'y est pour Maître, rien. vous savez quoi? Bien au contraire. Vous savez quoi? On va devoir vous arrêter là. Oui. André Afanou, merci beaucoup d'être passé nous voir sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Maître Isabelle Manavi Ameganvi, merci également d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Pour être plus concret. Et qui souhaiterait que votre émission puisse être beaucoup plus prolongée que les 40 minutes. Nous verrons tout cela avec la direction des programmes de New World Info. Merci. Voilà, pour être plus précis, c'est André Kani Afanou. C'est bien ça. Kani, hein? C'est important parce que j'estime qu'en Afrique, il faut se faire identifier par ces prénoms-là. Merci beaucoup. Moi, c'est Ambroise Komi Dagnon. C'est parfait. Merci à tous les deux d'être passés nous voir sur ce plateau. J'étais avec André Kani Afanou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, et Maître Isabelle Manavi Ameganvi, présidente du groupe parlementaire ANC, le principal parti de l'opposition togolaise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Face à Face. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur New World Info. À très bientôt.